Bonjour. Eh bien, aujourd'hui, je suis particulièrement pétillant et ravi de recevoir quelqu'un d'exceptionnel, voilà, qui a écrit ce livre, Les éléphants nous appellent à agir, et d'autres livres, et qui est en ce moment au Kenya. Donc, nous sommes non pas en direct, mais en duplex, c'est comme ça qu'on dit, en duplex avec le Kenya. Donc, bonjour Astrid. Bonjour Phil, Bon, ravi. voilà, donc merci infiniment de nous donner ton temps. Je sais que tu es très occupé. Alors, pour mieux te présenter, ce qu'il y a, ta petite bio qui est écrite par Yves Michel, ton éditeur. Voilà, Astrid Clavé, vétérinaire et biologiste de formation, devenue communicatrice animalière, est installée dans la vallée de Subukia, au Kenya, depuis 2008. Elle y dirige Moringa Farm, domaine tourné vers le tourisme responsable et l'éco-volontariat, on en parlera un petit peu, qui propose de nombreuses activités, l'observation des singes et des oiseaux, soins aux animaux de la ferme, études des plantes médicinales, introduction à la zooanthropologie, zooanthropologie équine, donc les chevaux, aide aux enfants défavorisés, visite culturelle, sensibilisation à la protection de l'environnement, atelier de communication animale, voilà, de développement personnel, de bien-être et de détente et de safari photo. Voilà, donc est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur ta biographie? Non, je dirais que tout est dit. Enfin, bon, il en reste, hein, bien sûr. Je suis aussi praticienne Reiki. Je fais des soins énergétiques à distance et en direct avec les animaux. Et puis, voilà, donc j'anime des ateliers en France. Donc, ça, on l'a dit. Je fais pas mal d'allées-venues en France, du Kenya vers la France. Et puis voilà, je crois que c'est à peu près tout, disons, comme CV. Voilà. Après, les Voilà. expériences de vie, c'est autre chose. Tout ce qui est expérience de terrain, je dirais, c'est autre chose. Voilà, bah c'est surtout là-dessus que je voudrais t'interroger sur tout ton vécu et il est très, très riche. Je vais juste te donner une citation, la citation que tu mets au début de ton livre, parce que, bon, voilà, qui est de Saint-Exupéry, hein, Antoine de Saint-Exupéry dans Le Petit Prince, qui dit, c'est le renard, hein, qui dit, mais si tu m'apprivoises, nous aurons besoin l'un de l'autre. Tu seras pour moi unique au monde, je serai pour toi unique au monde. Voilà, donc tu sais ce qu'on va faire, on va faire confiance au hasard et je vais tirer un petit papier, donc des mots qui sont tirés de ton livre, de tes interviews, de tes 3 sites. Il y a 3 sites, trois, hein, c'est bien 3 sites ou deux. Oui, enfin, il y en a trois, bientôt il y en aura un quatrième. Donc, Il y en oui, aura il y a le quatre. site de communication animale, le site d'éco-volontariat essentiellement et le site de Wild Roots of Kenya, qui est notre entreprise de tourisme responsable. Oui. Voilà, donc, et ça, je mettrai évidemment les liens sous la description parce que allez voir les sites de Astrid parce que ça donne vraiment envie. Là, wow. Il y a des photos magnifiques. Voilà, elle fait une œuvre, je dirais. Hein, c'est pas un travail, c'est pas de l'ouvrage, c'est une œuvre. Ce que tu accomplis, c'est une œuvre. Alors, je prends un premier petit papier. Hein, donc, on fait confiance au Oui, hasard qui n'existe pas et qui souvent fait non, bien bien les sûr. choses. Ah, bah, écoute, je tombe sur un animal, sur un cerf. Et Un cerf. il y en a beaucoup ici au Canada. Ouais. Euh, Qu'est-ce que tu pourrais nous dire? Ou plutôt, qu'est-ce que les cerfs t'ont dit? Alors, le cerf, ça évoque vraiment une situation que j'ai vécue avec ma mère, hein, après la mort de mon père. Et en fait, ma mère m'appelle un jour en me disant mais Astrid, un cerf est arrivé devant la fenêtre de la cuisine, donc vraiment dans un endroit, un suburbain, je dirais, puisque ma mère habitait à ce moment-là à Aix-en-Provence, au début des collines, donc à Bibémus pour ceux qui connaissent. Et donc, elle voit apparaître un cerf comme ça, tout d'un coup, devant sa fenêtre, qui l'a regardé fixement. Alors évidemment, elle était pétrifiée. Et puis, elle n'a pas eu du tout la présence d'esprit de faire quoi que ce soit, de prendre un appareil photo ou de quoi que ce soit. Et en fait,
Bon, il faut savoir hein, que le cerf, c'est l'animal totem du signe du Gémeaux hein, dans la tradition amérindienne. Et mon père était mort depuis peu et mon père était du signe du Gémeaux. Et donc, voilà, moi, j'avais dit à ma mère, bah, tu recevras des signes, puisque j'avais communiqué hein, dans l'au-delà avec mon père, et je lui avais dit, il t'enverra un signe. Et elle a vu ce cerf. Et donc, je lui ai dit, c'est papa, c'est lui, certainement, il t'envoie ce cerf voilà, comme signe hein, de sa présence. Et puis, par la suite, est arrivée une biche, donc un autre jour, hein, ça s'est joué sur plusieurs jours, est arrivée une biche, d'abord toute seule, et ensuite la biche est venue avec ses 2 fans. Alors là, c'était vraiment encore plus le signe du Gémeaux, parce que les 2 petits, c'est quand même rare. Hein. Bon, c'est vrai que les biches peuvent être avec un petit, 2 petits, hein, voilà. Mais voilà, donc ça a été très, très fort. Et puis, voilà, pour ceux qui connaissent un peu, je dirais, les messages hein, transmis par les cerfs, il y a vraiment l'idée de responsabilité, de fierté, de sagesse, et puis de force aussi, enfin, et de spiritualité. Donc, tout ça correspondait complètement hein, vraiment à ce que transmettait mon père à ma mère et à moi. Enfin, vraiment, c'était tout à fait lui en plus. Voilà. Super, super. Alors, c'est marrant parce que ça me rappelle une anecdote aussi que j'ai vécue ici au Canada, au Québec, dans les Laurentides, où j'habitais près de Saint-Sauveur, à Prévost, à côté de Saint-Sauveur. Et donc, et un jour, il y avait dans le jardin assez grand, assez large, il y avait un saule pleureur. Et un matin de très bonne heure, vers 4 heures ou 5 heures du matin, je ne sais pas pourquoi j'étais levé, je vais voir, le jour se levait et tout. Ou 5 heures du matin. Et le saule s'était cassé en deux, était tombé, donc rongé par les fourmis, je pense, je ne sais pas quoi à l'intérieur. Et je vois apparaître une biche et ses 2 fans. Voilà. Et waouh! Alors, tu vois, je ne te connaissais pas à l'époque, il y a quelques années. Et voilà, ça aussi, il y avait quelque chose de magique. C'est Ah, comme c'est si magique. c'était venu à la mort du saule pleureur, donc c'était assez exceptionnel. Ouais, Et j'ai assez eu une exceptionnel. expérience comme ça aussi avec un cerf aux États-Unis. Bon, j'ai visité différents États des États-Unis. Et donc en Californie, dans le Yosemite, je suis allée visiter le parc. Hein. Et puis, il y avait une brume incroyable. Hein. Il y avait vraiment déjà une lumière qui tombait, puisque c'était vers la fin du jour. Et puis, j'étais en voiture hein, et au milieu, vraiment au milieu de la route, est apparu un cerf avec ses doigts, là, ouais, comme ça. Il s'est dressé. Et puis, évidemment, je me suis arrêtée. Il est resté un moment et puis il est passé. Et c'est vrai que c'est des moments magiques parce que c'est tellement majestueux, c'est tellement beau. Hein, c'est tout à fait magique, oui. Je reprends un nouveau petit papier. Que va nous dire ce papier? Ah oui, ben là, c'est plus pour moi, c'est par rapport au Québec et par rapport au chat. Je viens justement de communiquer avec un ami vétérinaire et je lui ai demandé s'il avait, ici au Québec, s'il avait des questions à poser. Et les questions à poser, non, il n'en avait pas, mais il avait un commentaire par rapport à la maltraitance animale. Et moi, il y a quelque chose qui m'a toujours choqué ici au Québec, c'est qu'on dégriffe les chats. Euh, bon, alors pas tout le monde ne le fait pas, mais voilà, ça se fait quoi. Comme ça, bah, on a un chat et puis il abîme pas les fauteuils, etc. Alors que ça t'évoque quoi, ça? Bah ça, moi, de toute façon, hein, c'est toujours la même chose. C'est la même chose que pour le fait de couper la queue, les oreilles. Enfin, si on a une queue et des oreilles, si on a des griffes, hein, c'est qu'on en a besoin. C'est comme la crinière des chevaux, c'est comme tout ça. Donc, les vibrisses, hein, il y a même des gens qui coupent les vibrisses des chevaux. Donc, c'est assez C'est quoi les bizarre. Enfin, qui vibrisses? font des fois C'est quoi les petites moustaches, hein, toutes les Ah, petits, voilà, et qui sont en réalité hein, vraiment qui sont très utiles, évidemment, hein, pour l'équilibre, pour plein de choses, pour se repérer, tout ça. Et donc, oui, bien sûr, il n'y a pas besoin, enfin, il n'y a pas besoin, voilà. Si le chat vivait dans des conditions adaptées, il n'aurait pas besoin qu'on lui coupe les griffes, on est bien d'accord. Donc, c'est-à-dire s'il a des endroits, des troncs, des endroits pour se faire les griffes. Au pire, si elles poussent un peu, on les coupe régulièrement. Voilà, et ça, c'est absolument, voilà, indolore, hein, il n'y a pas de problème à faire ça. Donc,
oui, je suis tout à fait opposée à ça, bien sûr. Et d'une façon plus générale, est-ce que tu peux nous parler de la maltraitance animale, parce qu'il existe aussi au Kenya, hein, puisque vous Ah bah, travaillez évidemment. avec les ânes en particulier. Ouais, Est-ce que tu peux ouais. nous en parler un petit peu? Les ânes, oui, ils sont aux premières loges pour la maltraitance ici. Alors, pas qu'ici, bien sûr, au Kenya, dans d'autres pays d'Afrique et encore plus dans certains autres pays d'Afrique d'ailleurs. Mais c'est vrai qu'ils sont souvent tapés pour avancer. Ils ont des harnais qui ne sont pas du tout adaptés. Ils portent des poids vraiment beaucoup trop lourds. Donc nous, justement, on fait venir des éco-volontaires et ces éco-volontaires fabriquent des harnais adaptés en 3 parties pour que le poids soit bien réparti sur l'âne. Et on envoie nos éco-volontaires avec certains de nos employés pour distribuer ces harnais dans la vallée de Subukia et on explique aux personnes comment les réparer, comment les fabriquer le cas échéant, comment les utiliser et en même temps on passe des messages sur les soins pour les antiparasitaires, les soins contre les plaies, tout ça et on explique évidemment qu'il n'est pas nécessaire de taper sur son âne pour qu'il avance puisqu'il avance déjà, puisqu'en général c'est le cas, ils avancent très bien. Et donc, voilà, c'est quelque chose qui nous tient beaucoup à cœur. Et ici, à Moringa Farm, c'est une grosse partie de notre programme. On a un programme vraiment qui est dédié aux ânes, d'une part, et aussi aux enfants, puisque ce sont vraiment les 2 gros axes de nos séjours d'éco-volontariat. Donc, Et oui, ça, la il y maltraitance. a une association, tu as 2 Oui, associations. Voilà, tu 2. peux nous en dire Alors, on deux. a 2 associations. La première s'appelle PAC, c'est pour les animaux du Kenya. Et donc, avec cette association, je recueille des fonds pour les animaux de Moringa Farm d'une part, pour pouvoir continuer à les maintenir ici. Et puis, on a une cinquantaine d'animaux domestiques, mais il y a aussi des animaux sauvages. Dans la ferme, il y a des singes, des colobres, des cercopithèques, beaucoup d'oiseaux, 200 espèces d'oiseaux, des damans des arbres, etc. Et puis, donc, les animaux, évidemment, autour, qui sont les ânes en premier lieu, et aussi les autres animaux de ferme, puisqu'ils sont quand même assez maltraités. Les vaches, les moutons, les chèvres, ils sont tous, en général, exploités et assez maltraités. Les chiens aussi, souvent, les chiens, les chats, ils s'en tirent un peu mieux parce qu'en fait, ils sont tout seuls, donc ils se débrouillent. Mais les chiens aussi sont assez maltraités ici. Donc, ça, c'est Pâques. Et ensuite, on a une autre association AZES qui est Aide et soutien aux enfants de Subukia. Et là, on avait commencé donc avec des enfants réfugiés, puisque quand on est arrivé, il y avait eu de gros problèmes politico, économico, liés aux élections, etc. Et il y avait des camps de réfugiés et on avait aidé au début donc des enfants de ces camps de réfugiés, de déplacer, on va dire, parce qu'ils étaient déplacés de leur zone d'origine. Et maintenant, on aidait aussi des orphelins, parce qu'il y avait un orphelinat à Subukia. Et là, maintenant, les orphelins sont devenus grands, donc ils sont partis, on les a aidés pour faire des études, etc., certains d'entre eux. Et maintenant, on aide une petite école maternelle et des écoles primaires, avec cette association, donc AZES, Aide et soutien aux enfants de Subukia, qui a été fondée par la maman d'Éric, mon mari, à la base, et dont on s'occupe toujours aujourd'hui, depuis de Ok, nombreuses années. super. Super. Donc, j'en profite pour dire que si vous avez envie de faire un don, voilà, là, vous allez sous la vidéo, dans la description, et ce sera, croyez-moi, que votre argent est décuplé quand il arrive là-bas. C'est pas Oui, perdu. en plus, oui, ça va vraiment directement sur le terrain parce que c'est nous qui nous en occupons. Donc, on les aide, c'est-à-dire qu'on achète des uniformes, on fait donc, oui, les uniformes, les cahiers, les crayons, bien sûr, mais aussi des habits, des chaussures, de la nourriture régulièrement tous les jours. Donc, ils ont un goûter en plus de leur repas du midi. Et puis s'il y a besoin de réparer certaines structures ou de construire même certaines structures, des bureaux, une petite, une école, une cuisine, on fait ça, depuis le début. D'accord. Donc, allez, on prend un autre petit papier. Et là, qu'est-ce qu'on a? Ah, oui. L'homme et la femme, l'humain Oui, est-il un l'humain. animal comme les autres?
Alors, comme les autres, oui, c'est un animal, ça c'est sûr, ce n'est pas, voilà, ça on est sûr que c'est un animal. Ensuite, oui, moi je suis d'avis qu'il n'y a pas de toute façon déjà d'animal de série A et de série B, il n'y a pas une pyramide avec en haut l'humain et puis tous les autres animaux en plus rangés par ordre, je dirais, les mammifères sont supérieurs, puis les autres, on descend de plus en plus bas vers les amphibiens, les poissons et tout ça. Donc oui, c'est un animal. Alors évidemment, certains disent c'est un animal qui pense, etc. Mais les autres animaux pensent aussi. Je suis bien placée pour le savoir avec la communication intuitive. Ouais. Donc, oui, moi, je pense que de toute façon, l'animal non humain est un être conscient et sensible qui mérite tout autant le respect que l'humain. Donc, pour moi, oui, oui, je dirais, j'aurais tendance à dire que l'homme est un animal comme un autre. Oui, c'est clair. Ah, bon, c'est bien, c'est positif. Ben T'es oui, positif parce c'est-à-dire, que… ah oui, tu voulais dire, oui, il est bien, comment dirais-je, il n'a pas forcément des bonnes intentions, ou Oui, il est quelquefois destructeur, bien sûr. Dans ce sens-là, oui, c'est-à-dire qu'il va à sa perte, ici un peu la branche sur laquelle il est, ça c'est clair. ouais, Mais moi, je ne suis pas pessimiste. Je vois, parce que je suis quand même liée à beaucoup, beaucoup de personnes qui sont dans cette même mouvance de communication intuitive, de développement personnel, de spiritualité. Et voilà, moi, j'estime que chacun en est là où il en est et que c'est un chemin quand même qui est très difficile, le chemin spirituel et de croissance personnelle. Et donc, je ne veux pas, comment dirais-je, oui, jeter la pierre aux personnes qui ne sont pas c'est ça. encore voilà, arrivées à une forme d'éveil ou à une forme de prise de conscience. Tout le monde avance, on avance, on avance, on avance. C'est Les ça. animaux, pour moi, sont bien plus avancés en réalité. Voilà, c'est Ils ça. sont plus ancrés, plus reliés, plus connectés, plus conscients qu'ils sont liés à l'univers et qu'ils baignent dans la même énergie, tous, voilà. En ça, pour moi, ils sont supérieurs, mais j'aime pas, voilà, cet ordre, enfin, de cette hiérarchie. Oui, Pour moi, on est tous liés, interconnectés au sein de l'univers, donc de la toile de vie. Et donc, voilà, pour moi, il est vraiment urgent, effectivement, de s'éveiller. Ça, par contre, oui, c'est urgent. C'est oui. urgent de s'éveiller et puis d'avancer, mais oui, non. L'humain, moi, je suis pas d'avis qu'il est perdu, l'humain. Je ne pense pas qu'on soit perdu encore. Je crois qu'il y a encore de Oui, l'espoir. oui, oui, moi On va aussi. y arriver. On va Vraiment, y il arriver. y a une très grosse partie de l'humanité, enfin, une grosse partie, une belle partie de l'humanité Mm. qui s'éveille de plus en plus. Lumineuse. Mm. Alors là, le papier que j'ai tiré, c'est combat, justement. Et donc, qu'est-ce que ça t'évoque à la fois est-ce que ce que tu fais, c'est un combat? Non. Plus, ça n'est plus. C'est-à-dire quand j'étais jeune, j'étais dans le combat. Alors j'étais vraiment je pouvais être dans la rue, je pouvais manifester. Voilà, bon, j'ai toujours beaucoup comment dirais-je, oui, d'affection pour les activistes parce que je trouve ça courageux, bien sûr. Par contre, je suis plus là-dedans. Je suis plus là-dedans. Alors est-ce que c'est l'âge? Je ne sais pas. Non, je pense que c'est plutôt la communication intuitive. C'est-à-dire qu'il y a une façon pour moi de transmettre beaucoup plus pacifique, je dirais. Maintenant, voilà, je transmets mes connaissances en communication intuitive, en développement personnel, chemin spirituel, etc. Et je le fais avec beaucoup moins justement de combativité, c'est-à-dire bien sûr il y a un côté persévérant, il y a un côté volontaire, il y a un côté bien sûr, mais c'est pas un combat au sens guerrier du terme, quoi. C'est pas un mot que je vais utiliser. Je vais dire voilà que je persévère ou que je suis volontaire dans cette mission. C'est plus une mission. C'est pas un combat, c'est une mission. Mm. Et est-ce que chez les animaux, il y a une notion de combat? Bah oui, entre mâles, en général, il peut y avoir des combats. Voilà, dans les animaux sauvages, quand je sais pas, un impala veut reprendre un renne, il va combattre. Mais en général, il y a quand même, au début, quand même, avant de combattre, il y a des tas de signes. Il y a des tas de, comment dirais-je, de feintes un peu. Il y a des tas de rituels, des tas de choses. On peut éviter le combat en général. Les Hmm. animaux, en tout cas, cherchent toujours à éviter de dépenser trop d'énergie. En fait, ils vont dépenser le minimum d'énergie possible pour un résultat optimal. Donc, oui, bien sûr, ils combattent s'ils sont obligés. Mais avant, ils essayent de ne pas combattre la plupart du temps. Évidemment, pas faire de généralité, mais oui. Oui, C'est super. façon de voir, en tout cas. Merci pour cette réponse parce que
Ouais, on a parfois l'idée que dans la jungle, c'est le combat, c'est la loi du plus fort, etc. Il y a Euh, des milieux qui sont difficiles, bien sûr, c'est des milieux qui sont rudes, mais enfin, il y a plein de milieux rudes, oui, la mer, la montagne, enfin, c'est des milieux difficiles et rudes, mais pour moi, c'est pas vraiment un… Oui, il y a un aspect dépassement de soi plutôt, on se dépasse, hein, il y a une sorte de, oui, oui, de dépassement de soi. D'accord. Alors, Oui, un autre. Ah, voilà. Donc là, c'est intéressant aussi, c'est le mot temps. Donc, non pas le temps qu'il fait, parce que je sais qu'il y a plus ou moins de l'orage, c'est pour ça que tu es à l'intérieur, là, et tu aurais pu être à l'extérieur, on aurait vu mieux autour de toi, mais je vais mettre des photos et on va voir. Non, là, je parle du temps qui passe. Donc, le temps chronos et le temps kéros aussi. Qu'est-ce que les animaux nous disent à propos du temps? Et toi aussi, qu'est-ce que tu as à nous dire? disons qu'en communication intuitive, évidemment, il n'y a pas de temps, pas d'espace. Alors évidemment, on est dans, voilà, il n'y a pas de temps, pas d'espace, tout se passe au même moment et au même endroit, enfin je dirais, hein, donc c'est juste des plans différents, hein, des plans à taux vibratoire différents, des dimensions différentes. Donc oui, j'ai tendance à penser un petit peu hein, comme on pense en développement personnel, qu'il faut être dans le moment présent, hein, parce que quand on est dans le passé, évidemment, on est un peu nostalgique. Quand on est dans le futur, on a un peu peur, on se stresse, alors que quand on est dans le moment présent, on profite pleinement et puis on crée évidemment aussi hein, sa réalité, on co-crée sa réalité, on crée son futur, au moins son futur proche. Donc oui, moi j'essaye vraiment, j'aimerais bien pouvoir arrêter un peu le temps parce que c'est vrai que j'en manque énormément, mais voilà, en communication intuitive, hein, vraiment, il n'y a pas de temps, pas d'espace. Oui. C'est une autre dimension. Mm. Oui, j'ai vu quelque part dans ton livre aussi qu'il y avait, je ne sais plus quel animal qui disait de prendre ton temps. Voilà, mais bon, je Oui, lirai tout oui. à l'heure Et puis, je ne sais pas si tu as vu, un ou deux passages, oui. j'ai mis une, j'ai mis une citation récemment hein, d'Eric Van Dyck sur Facebook. Et alors, bon, je ne pourrais pas tout dire, mais ça se termine par «Pour celui qui aime, le temps n'existe pas». Et ça me parle. Ça, c'est beau. Pour celui qui Parce que c'est aime, pour le celui temps qui n'existe est, voilà, le temps peut paraître long, peut paraître lent, enfin, peut paraître pas. C'est ça. rapide, etc. Mais pour celui qui aime, le temps n'existe pas. Voilà, tout le monde a fait l'expérience quand on est passionné par quelque chose, on est complètement focus dans ce qu'on fait, bah, tout à coup, on peut passer des heures, et on se rend absolument pas compte. Hein, donc c'est pour ça que je parlais du temps chronos, qui est le temps de la pendule, et le temps kéros, qui est le temps ressenti, si on peut dire. Voilà, et ça, c'est des moments magiques quand on peut s'installer dans le moment présent, justement, et d'une certaine manière, arrêter le temps. Alors, on n'arrête pas le temps chronos, évidemment, mais quand même, on peut faire des choses absolument exceptionnelles, incroyables, très, très fortes, voilà, quand on est dans le moment présent. Alors, un autre petit papier, c'est quoi ça? Voilà, j'arrive même pas à me relire. Ah, bah oui, non, on en a déjà parlé, c'est la maltraitance, donc j'en prends un autre, décidément. Oui, ça ressort. Ah oui, là, c'est un monsieur qui s'appelle Romain Brassot, qui fait partie d'Intuiteurs sans frontières. Est-ce que tu peux nous parler de lui et de ce mouvement Intuiteurs sans frontières? J'en profite pour remercier Yves Michel avec cette nouvelle collection dans laquelle tu as ton livre, parce il y a un livre aussi des Intuiteurs sans frontières, parce qu'il fait un travail magnifique. Bon, Oui, c'est aussi l'éditeur de mon premier livre une sur la belle voix, édition. était du qui dans votre voix. Et en plus de ça, ton livre, il y a vraiment, il y a des photos, Oui, c'est il de est, qualité. wow, c'est du beau papier glacé. Enfin, c'est un bel objet. Hein. Merci à Oui. l'attaché de presse qui me l'a envoyé aussi, d'ailleurs. Bon, voilà. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire des intuiteurs sans frontières et de Romain Brassot? Eh bien, Romain, donc je l'ai connu parce que j'ai participé à une conférence sur la communication interespèce à la Maison de la Radio en 2018, en octobre. Et donc, Romain est le président fondateur de l'association TAC, hein, The Animal Alliance Channel, qui est donc l'association qui a organisé cet événement.
Et suite à cet événement qui était vraiment passionnant et où il y avait de nombreux intervenants vraiment très intéressants, c'était vraiment très riche, hein, c'était voilà, beaucoup de conférences différentes sur le sujet de la communication interespèces. Eh bien, nous avons fondé un mouvement, je dirais, un groupe hein, qui s'appelle Un Twitter sans frontières et qui se propose d'aider les animaux sauvages dans le monde, dans leur relationnel avec l'humain, dans leurs conditions de vie, hein, dans tous vraiment les échanges qu'ils ont avec les humains, donc par la communication intuitive, par la communication animale. Donc, et ce groupe s'appelle donc Un Twitter sans frontières et donc j'en fais partie. Je suis une cofondatrice hein, avec donc différentes personnes comme Corinne Dupérat, comme Sylvie Robert, Bénédicte Fumé, enfin il y a différentes personnes. Et c'est vraiment, je suis très heureuse de faire partie de ce groupe. Moi, j'ai toujours été un peu en solo, hein, j'ai toujours dans ma vie hein, tout fait en solo jusqu'à présent. Et là, j'ai même pas réfléchi parce que en fait, c'était encore une fois hein, pas de hasard, des synchronicités successives qui m'ont ramené à accepter donc de participer à cet événement et à accepter donc de faire partie des intuiteurs parce que Sylvie Robert, donc qui est elle aussi très liée aux éléphants hein, et qui est Sylvie Robert, la maman de Tipeee, la petite fille qui a vécu les 10 premières années de sa vie hein, en Namibie au milieu des animaux sauvages, etc. Eh bien, Sylvie avait, il y a très longtemps, il y a presque 30 ans de ça, écrit un livre, enfin fait un livre avec son mari qui s'appelait La vallée des Myrcates. Et ce livre, je l'avais acheté, je me rappelle encore quand je l'ai pris sur les étagères de la librairie à Paris et que je me suis dit, oh là là, qu'est-ce qu'ils sont beaux, ces suricates, ces myrcates et tout ça. Et j'ai acheté ce livre, j'avais 20 ans. Et donc, quand ils m'ont contacté pour faire cette conférence, j'ai répondu, d'accord, etc. Et puis, j'ai remarqué qu'il y avait 3 petits meerkats. Le logo hein, de TAC, c'est 3 petits meerkats, donc suricates. Et donc, j'ai dit à la personne, ah, j'ai lu un livre dans ma jeunesse qui m'avait vraiment marqué, qui était La vallée des meerkats. Et donc, votre logo me rappelle ça. Et Sylvie me répond, mais c'est moi qui ai écrit ce livre. Donc là, je me suis dit, vraiment, la boucle est bouclée, c'est certain, je dois travailler avec eux. C'est extraordinaire, vraiment, ce n'est pas des coïncidences. Là, je suis en train de lire le livre de Deepak Chopra, hein, le livre des coïncidences, justement, qui parle Ah de oui. synchronicité. Hmm. Et là, c'est Chronicité. vraiment incroyable parce que 30 ans après, donc ce livre m'avait marqué au point que je m'en rappelais encore à 50 ans. Hein, et c'était comme par hasard le livre de Sylvie Robert. Donc là, c'était sûr qu'il fallait qu'on travaille ensemble, c'était évident. Oui, oui. Il me semble qu'on entend l'orage hein, derrière toi. On entend l'orage, oui, parce que ben oui, on a des orages ici, oui. Alors, un petit papier. Ah ben ça, on en a Oui. parlé, c'est les associations. On en prend un autre. Allez, tac. Acceptation. Acceptation. Alors, pour toi, qu'est-ce que ça t'évoque d'accepter? Alors ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup travaillé, qui est très difficile pour moi. Oui. Oui, excuse-moi, mais oui, la connexion est un petit peu mauvaise. Donc, je T'inquiète. reprends. Oui, l'acceptation, pour moi, c'est quelque chose que j'ai dû beaucoup travailler. Et l'acceptation de ce qui est, l'acceptation de l'impermanence des choses, l'acceptation hein, du fait que l'univers nous envoie toujours ce qui est bon pour nous, même si on ne comprend pas sur le coup. Ça, c'est vraiment très dur parce que moi, j'étais quelqu'un, enfin, quand j'étais plus jeune, hein, d'assez je dirais, il me fallait un peu tout de suite. J'étais assez impatiente d'une part et j'étais du genre à vouloir obtenir ce que je voulais, un coûte que coûte. Et donc, non, à ne pas accepter justement ce qui était. C'est-à-dire, ce qui est ne me convient pas, donc je change, je veux autre chose, je vais avoir la volonté. Hein, alors, ça marche aussi, évidemment, hein, d'être dans la volonté, mais c'est très fatigant et c'est très usant et ça vraiment par moments oui c'est très dur quoi hein, émotionnellement ça peut être très dur et évidemment quand on rentre hein, dans ce chemin de développement personnel et ce chemin spirituel l'acceptation de ce qui est c'est vraiment la première chose à travailler et c'est le premier pas vers la sagesse intérieure la paix intérieure c'est vraiment ouais, l'acceptation de ce qui est et c'est très dur évidemment quand on parle de la mort de quelqu'un par exemple qu'on parle de certaines épreuves hein, très difficiles de la vie évidemment le plus difficile, c'est d'abord d'accepter ce qui est, de se dire c'est voilà, c'est comme ça. Et Et après,
Est-ce que dans tes communications, est-ce que tu parles de développement personnel, de travail sur soi, etc. Est-ce qu'on peut dire que les animaux t'ont aidé, sont peut-être tes maîtres dans ton travail de croissance personnelle? Ouais, tout à fait. Tout à fait, et notamment dans l'acceptation de ce qui est. Et j'ai été assez sidérée parce que moi, ça fait maintenant 13 ans que je suis au Kenya, puis j'ai passé quand même un an, plus d'un an au Gabon aussi. Donc 14 ans que je suis partie en Afrique. Et je m'étais évidemment un peu juré de ne plus retourner dans des parcs zoologiques parce que j'ai eu un camp dans le Masai Mara pendant plus de 10 ans. Et ce camp, évidemment, c'était magnifique parce qu'on était à l'orée du Masai Mara, on avait la rivière à traverser et il y avait tous les animaux sauvages derrière. Et du coup, c'était très difficile pour moi de voir des animaux captifs, par exemple. Donc, et j'ai été amenée, il y a quelques années, à retourner dans un parc zoologique dans lequel j'avais fait donc des stages, un stage donc de 3 mois. Et j'ai été interpellée par un grand mâle girafe qui m'a dit, voilà, ben, on est bien là, tout se passe bien, on n'a pas, voilà, on n'a pas de soucis, on a du bon foin, le foin est bon, on a des amis, on a voilà, des congénères et des animaux d'autres espèces, on a suffisamment d'espace. Et j'ai été tellement interloquée Ah dans oui, cette, voilà, cette acceptation de la captivité, parce que d'une part, je ne m'y attendais pas, d'autre part, je n'étais pas vraiment d'accord. oui, oui. Voilà, j'étais encore dans cette mouvance vraiment un peu anti tout ça, quoi. Donc, c'était pas évident. Et les animaux captifs de ce parc zoologique et d'autres parcs zoologiques m'ont fait beaucoup avancer là-dessus, sur l'acceptation de ce qui est. Ça ne veut pas dire qu'on est content, ça ne veut pas dire que c'est ce qu'on aurait choisi, ça ne veut pas dire que on trouve que c'est le must et que c'est ce qu'il y a de mieux. C'est que les conditions sont celles-là, on les accepte et on en tire le meilleur. Et on en tire le meilleur. Et si on peut, justement par la communication intuitive et par l'échange avec les personnes qui sont disposées à le faire, eh bien, on améliore les conditions. Et ça, oui, ça a été, je dirais, un grand changement par rapport à la mouvance dans laquelle j'étais, qui était une mouvance très révoltée au départ. J'ai quand même toujours été dans une mouvance de révolte. Je me souviens encore, je crois que j'en parle dans mon livre d'ailleurs, de mes professeurs de maladies infectieuses, je crois, ou de cliniques médicales et chirurgicales en veto, en vétérinaire, qui me disaient ma si mette all'anima in pace, parce que c'était en Italie, si mette all'anima in pace, ça veut dire mais mettez-vous donc l'âme en paix, mademoiselle, parce que c'est vrai que je n'avais jamais l'âme en paix, j'étais toujours révoltée contre quelque chose, et c'est vrai que bon, dans le milieu vétérinaire, ça passait pas Oui, oui, trop, oui. et voilà quoi. Ouais. Super, oui, c'est très L'acceptation de ce qui est, fort. c'est très dur, mais il faut. C'est Ouais. très fort ce que tu nous dis, enfin, ce que tu nous transmets de cette girafe là, sur l'acceptation de ce qu'il y a, parce qu'effectivement le premier réflexe c'est beaucoup, voilà, c'est de dire bah c'est pas bien que les animaux soient, bah, bon c'est pas bien aussi, bon, mais que Mais encore les une animaux fois, soient. ils ne vont pas perdre de temps et d'énergie ils vont pas perdre de l'énergie C'est pour ça. rien. Ils peuvent pas sortir, donc ils le savent. Et donc évidemment, il va y en avoir où ça va pas être pareil parce que les conditions ne sont pas bonnes du tout. Si les Oui, conditions sont vraiment inacceptables, insupportables, vraiment parce qu'ils n'ont pas de congénères ou parce qu'ils sont dans un espace vraiment trop petit ou parce que c'est vraiment intolérable, alors ils vont tourner dans tous les sens, ils vont avoir des stéréotypies, ils vont avoir voilà, ouais. ils vont s'exprimer pour dire que ça ne va pas du tout. Mais là, en l'occurrence, ce mâle girafe était tout à fait bien, tout à fait calme, tout à fait tranquille, quoi. Et ça m'a vraiment, ouais, ça m'a assez étonnée, perturbée même, je dirais. Donc, Est-ce que dans les ouais, messages des girafes, il y a pas, bon, voilà, il y a pas le fait que justement ils voient les choses de plus haut aussi, plus globalement? oui, il y a quelque chose dans ce goût-là. Il y a le fait les girafes, donc du Masai Mara notamment, ou d'Olpejeta, des endroits où on est allé récemment, et même avant. Donc, on à la fois cet ancrage et cette reliance, et sont comme un pont vraiment vers les dimensions supérieures, avec ce long cou, et le fait qu'ils sont effectivement bien plus haut. Ils voient les choses de plus haut, bien sûr. Il y a une grande sagesse, une grande paix intérieure et une grande sagesse et beaucoup de lenteur aussi. Ils nous disent vraiment voilà, de pas toujours être dans la précipitation, dans le stress, dans l'énervement, dans tout ça, et vraiment et d'être voilà, à la fois bien sur Terre, de profiter bien de la vie sur Terre, mais aussi d'être relié, connecté bien sûr à l'univers. Donc, ouais, il y a une grande sagesse dans les Ça messages. vit combien de temps une girafe? Alors comment dirais-je, dans la nature, je ne sais pas, peut-être 30 ans, 30, 40 ans. Ah oui, oui, oui. Euh,
Hmm. Ouais, dans la nature, je pense. À vérifier, hein, oui, j'ai pas. Ouais. D'accord. Alors, un autre petit papier, qu'est-ce qu'on nous dit? Ah, ben encore un animal, la chouette. Je pense que c'est important pour toi. Ben, la chouette, c'est mon animal totem, et je dirais mon animal, comme on dit, de pouvoir, c'est-à-dire l'animal totem qui me représente, hein. Les animaux totems, c'est vraiment l'intérieur de nous, c'est vraiment notre inconscient, l'intérieur de nous. Et on peut avoir un animal totem de pouvoir, un animal gardien, un animal compagnon, ou plusieurs d'ailleurs, suivant les traditions, hein, peu importe. Et la chouette, c'est mon animal totem, donc de pouvoir. C'est vraiment mon moi supérieur, on va dire, à l'intérieur de moi. C'est vraiment ça. Et la chouette, évidemment, bah, il y a le côté spirituel, le côté lien, hein, entre la vie et la mort, enfin tout ce lien entre les deux mondes. Et cette petite chouette bah, dont je parle dans mon livre, ça a été absolument incroyable parce que Pimby, donc mon petit daman des arbres, était décédé, j'étais absolument inconsolable, on était parti dans les Aberders, donc qui est un parc que j'adore, mais là je ne profitais absolument de rien, je n'avais même pas envie d'aller en safari, c'était quelque chose de vraiment, je souffrais tellement, c'était affreux. Et quand on est rentré de ce parc, on était avec le gros 4x4 hein, allongé, il faisait nuit, il était déjà 9 heures du soir, on faisait, alors pas tellement, oui, du bruit aussi un peu, mais surtout on était plein phare parce qu'on n'y voyait rien et tout ça. Et là, en rentrant dans le chemin d'accès de notre maison, hein, de Moringa Farm, sur un poteau, un des poteaux du voisin, on voit une petite chouette blanche voilà, qui était là, qui est restée, qui s'est posée et qui est restée un moment. Et nous, on était plein phare là, on avait la voiture, le moteur allumé et cette chouette est restée là. Et donc, vraiment, au retour hein, de ces 3 jours aux Aberders, pour moi, ça avait une signification extraordinaire, quoi. C'était vraiment mon animal totem qui m'envoyait des messages ben, directement hein, en lien avec la mort de Pimby, c'est sûr. Oui, on va en reparler de Pimby après, donc de ce d'amant. On dit pas daman, on dit daman ou daman des Non, arbres? d'amant, D'amant, hein. d'amant, d'amant, oui. Un petit daman des arbres, D'amant, parce que voilà, c'est un animal qui, bon, je sais pas, voilà, je vais mettre les photos hein, qu'on voit bien. Voilà, il a compté énormément dans ta, voilà, là, tu le nourris avec la seringue. Voilà, bon, l'histoire, enfin, ce livre est truffé d'histoires magnifiques et Pimby, on en parlera un petit peu plus loin. Alors là, je prends un autre petit papier. Ah oui, les élémentaux. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que c'est, les élémentaux? Alors, les élémentaux, ce sont les esprits de la nature. Donc, les esprits de la nature, hein, ce sont bah, des consciences à taux vibratoire assez élevés qui font partie du monde du milieu. Bon, là, je ne vais pas m'étendre peut-être, hein, mais dans le monde du milieu, on a bah, les animaux, les végétaux, les minéraux, les humains. Moi, c'est des animaux aussi, mais donc les humains. Et on a aussi donc les élémentaux. Et les élémentaux, ce sont les esprits de la nature qui sont liés aux différents éléments, terre, eau, feu hein, et air. Donc, bah, ce sont les elfes, les sylphes, les licornes, les dragons, les trolls, voilà, les lutins, etc. Donc, voilà, ce sont bah, des consciences, des esprits à taux vibratoire élevé et qui sont invisibles pour la plupart des personnes, mais que certains voient tout à fait. Moi, je les voyais quand j'étais petite, hein, donc je voyais tous leurs contours et je les voyais. Maintenant, je communique avec eux sans plus les voir. Hein. Quand on grandit, malheureusement, voilà, on a le mental qui interfère, on a plein de choses qui interfèrent, qui font que voilà, on n'est plus tout à fait, je dirais, apte à voir ce monde invisible. Mais en tout cas, il est bien là, ce monde invisible. Et il y a beaucoup d'élémentaux ici à Moringa Farm, comme il y en a hein, dans beaucoup dans la forêt de Brocéliande pour la plus connue, mais dans plein de forêts, dans plein de voilà, d'endroits de nature vraiment où il y a vraiment besoin d'eux parce que les élémentaux contribuent donc à la protection des lieux, hein, de la nature, voilà, de la terre, des arbres, voilà, et des animaux sauvages aussi d'ailleurs. Oui, merci de nous parler de ça parce que aussi, on dit souvent aussi que les bébés, voilà, jusqu'à, je sais pas, enfin, les tout petits enfants voient ces esprits Tout à fait. de la nature et souvent ils jouent avec et bon, les parents pensent que c'est l'imagination et puis tu as vu Imagination, un dragon, mais non, ça n'existe pas, il n'y a pas de dragon sous ton lit. Bon, mais il l'a vu.
bon, voilà. Et puis, à Ça force de existe nous... et c'est juste que ouais, ils sont à un taux vibratoire différent. C'est pour ça qu'ils sont invisibles à nos yeux, parce que ben, tout est énergie, mais l'énergie, je dirais, il y a des formes plus denses. Hein, quelquefois, ben, la table, hein, l'ordinateur, nous-mêmes, on est plus dense hein, parce que les atomes, les électrons, les neutrons, etc., sont organisés d'une certaine façon qui fait qu'il y a une forme de densité. Et donc les élémentaux, eux, sont à un taux vibratoire très élevé qui fait que ils sont, comme qui dirait, entre l'air et la lumière comme densité. Donc, voilà, on ne les voit pas, mais le monde invisible est bien là, même si on ne le voit Voilà, pas avec nos c'est yeux important. Voilà, incarnés de terrestres. c'est très important que tu parles de ça, de vibration, de taux vibratoire, de fréquence, parce que ça, c'est une clé. Moi, je l'ai beaucoup utilisé dans mon travail de chant holistique avec les fréquences, etc. Et voilà, il faut bien comprendre que c'est pas parce qu'on ne voit pas les choses que ça n'existe pas. Bon, bah, l'électricité, on la voit pas. Bon, pourtant ça existe. Hein, c'est bon. Bon, et puis voilà, et puis c'est important d'être vraiment conscient de ça, surtout en ce moment où la vibration de la planète est de plus en plus rapide, la fréquence est de plus en plus rapide, et donc bah, on est en train de changer aussi, et donc et c'est bien que tu utilises le mot de densité aussi, j'aime ça, parce qu'on comprend mieux, mais tu es une scientifique hein, au départ, il faut dire aussi. Oui, à Donc la base. à la base. Donc, tu as fait, c'est ça, biologie, Oui, neurosciences, hein, neurosciences. c'est ça. Donc, tu es une scientifique au départ, et ça, c'est super important de le rappeler parce que tu n'as pas fumé la moquette comme croient certains. Je ne Voilà. fume même pas, donc je ne fume même pas des cigarettes. Oui. Bon, alors, ah bah ça, c'est un de tes sites, c'est World Oui, Route of Roots of Kenya. Kenya. Parce que vraiment, j'invite les gens à aller voir tes sites. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de celui-là, de ce que... Eh bien, Wild Roots of Kenya, c'est notre entreprise hein, de tourisme responsable, éco-volontariat, safari, voilà, écotourisme. Et donc, avec Wild Roots of Kenya qu'on a créé il y a 13 ans, donc avec mon mari Eric, on organise des séjours un peu à la carte, je dirais, ateliers suivis de safari, séjours d'éco-volontariat, tourisme responsable, c'est-à-dire que les personnes vont aider, les populations vont aider, les enfants vont visiter des villages, vont voilà, interagir avec les personnes, les locaux et puis voilà, et puis aider les écoles et tout ça. Et Wildwood of Kenya, donc, ben, propose, c'est comme voilà, un petit tour opérateur, mais très local, je dirais, et assez familial, assez, oui, c'est vraiment quelque chose qu'on a créé avec Eric, et on a les mêmes employés pratiquement hein, depuis 13 ans, enfin certains sont vraiment là depuis 13 ans, depuis le début, et on accueille donc ben, des personnes qui ont envie d'être dans l'authenticité, dans la nature. On appelle ça hein, vraiment le Kenya authentique parce que c'est vraiment ça, c'est-à-dire qu'ils vont aller par exemple chez notre responsable de la ferme qui s'appelle Samuel, ils vont aller chez lui, ils vont manger avec lui, ils vont voir ses enfants, sa famille, ils vont faire un trekking avec lui, aller au point de vue hein, ben, qu'il y a chez lui qui est magnifique sur toute la vallée. Et donc voilà, ils vont être avec des gens hein, qui vont leur transmettre ben, l'amour de ce lieu, l'amour de cette vallée. C'est une portion de la vallée du Rift, hein, donc c'est une très belle vallée, la vallée de Subukia. Et voilà, on est à 2000 mètres, ce sont les hauts plateaux, mais évidemment, il fait beau, il fait un temps, hein, c'est un printemps-été toute l'année, donc c'est vraiment top. Et puis voilà, donc Wild Roots of Kenya, c'est tout ça. C'est notre entreprise depuis 13 ans. Et donc, le siège de cette entreprise est à Moringa Farm, où on habite avec Eric et où on a donc beaucoup d'animaux et actuellement 13 employés qui accueillent toutes les personnes qui veulent vraiment faire quelque chose de, oui, de hors des sentiers battus, d'authentique, de vraiment en collaboration avec la population locale et puis pour la nature, pour les animaux. Donc, on défend vraiment ces valeurs-là. Mm. Oui, oui, ça donne très, très envie hein, quand on voit ça. Bon, moi, ça m'a donné envie, bien sûr, de venir. Donc, tout est expliqué dans tes sites. Juste une petite précision, étant donné ce qui se passe en ce moment avec le pass sanitaire, etc. Ça n'est pas exigé hein, si on va au Kenya.
Alors, ben, il faut un test PCR, il faut un test PCR à 72 heures, à l'aller et au retour, et puis comment dirais-je, un motif impérieux. Donc, nous, de toute façon, comme on a nos associations PAC et ASES, hein, dont on a parlé, et qu'on propose de l'éco-volontariat, les personnes peuvent bénéficier ben, d'une lettre hein, qu'on leur écrit, tamponnée, signée, etc., comme quoi ils viennent aider et qu'ils viennent donc travailler avec nous. Voilà, et qui viennent, le cas échéant, faire une visite d'inspection ou faire voilà, quelque chose de professionnel, je dirais. Donc, il n'y a pas de souci. Jusqu'à présent, il n'y a pas eu de souci pour les personnes pour venir. C'est ça. Donc, si on veut être éco-volontaire et venir, il y a des séjours de quoi, une semaine, 2 semaines, 3 semaines? 2 semaines. On commence à 2 semaines parce qu'une semaine, il n'y a vraiment pas le temps de Ouais. s'installer puis de commencer à travailler. Donc, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines. Après, il y a des personnes qui sont restées plus longtemps. Hein. Il y a des personnes qui sont restées jusqu'à 2 mois. On prend quelquefois des stagiaires aussi qui restent plusieurs mois, mais ça, c'est autre chose. Et donc, oui, il n'y a pas de souci. Et du moment qu'ils ont leur test PCR, leur QR code, le fameux QR code, et puis leur lettre donc de motif impérieux, voire éventuellement même ce papier, hein, une attestation sur l'honneur qu'on n'a pas de symptômes, etc. Bon, ça, voilà, c'est des formalités, hein, c'est de la C'est ça. paperasserie. Mais au Et moins, voilà. Mais c'est voilà, pas une fois compliqué que de venir, quoi. C'est pas compliqué de non, venir. non, non. Ça, D'ailleurs, c'est on reçoit des personnes là, à l'heure ben, où on tourne cette interview. On va recevoir une personne le 20, une autre le 26 ou 27, deux autres personnes qui arrivent par la suite. Au mois d'octobre, on a plusieurs personnes qui viennent, oui. voilà. Donc, allez-y, allez-y. Et moi, je vais venir dès que je peux. Alors, un autre Eh oui, avec petit plaisir. mot, la réincarnation. Bien. Alors, qu'est-ce que tu peux en dire? Mais je peux en dire que jusqu'à présent, enfin jusqu'à il y a un certain temps, je ne m'étais jamais posé la question et pour moi, j'étais complètement farfelu hein, comme idée. Donc, bien entendu, ça fait partie de toutes les choses que je pensais farfelues et auxquelles maintenant je crois évidemment, bien sûr. Et c'est même pas y croire, c'est que comment dire, en fait, en communication intuitive, on en reçoit l'information, on reçoit l'information. On peut même pas dire que c'est une croyance, c'est une information qu'on a reçue. Alors Oui. après, on n'adhère pas, mais je ne peux pas dire que c'est une croyance. Croyance, ça voudrait dire que, je ne sais pas, il y a quelque chose de mentalisé, de… Non, c'est vraiment quelque chose que j'ai reçu des animaux hein, qui me disent qu'ils sont déjà venus, voilà, sous telle ou telle forme. Donc la réincarnation, c'est ça, hein, c'est-à-dire qu'on revient hein, des dizaines et voire des centaines de fois sur Terre sous différentes formes pour avancer sur notre chemin de développement personnel, notre chemin spirituel, pour avoir toujours plus de paix intérieure, de sagesse et pour se reconnecter à ce qu'on appelle la source, hein, l'univers, vraiment. Donc, voilà, on se réincarne des dizaines, des centaines de fois. Et moi, je connais déjà certaines de mes incarnations passées parce que j'ai fait des régressions dans les vies antérieures pour en connaître certaines qui m'ont beaucoup parlé. Et puis, je sais que j'ai connu une vie dans une vie antérieure, dans même plusieurs vies antérieures, que voilà, il y a plusieurs personnes hein, qui sont ce qu'on appelle des âmes sœurs qui se sont incarnées hein, plusieurs fois avec moi dans d'autres vies, à d'autres endroits. Et voilà, donc ça, oui, oui, pour moi, ça ne fait pas l'ombre d'un doute de par tout ce que je sais maintenant, la communication intuitive, mais aussi toutes les personnes que j'ai rencontrées, des médiums, des hypnothérapeutes, les personnes qui font des régressions dans les vies antérieures par différents biais, hein, que ce soit médiumnité, hypnose, technique de l'healing, etc. Il y a différents moyens de retrouver tout ça. Et puis, bon, toutes les lectures que j'ai pu faire, hein, Michael Newton, Un autre corps pour mon âme, enfin, toutes les lectures de Charbonnet, toutes les personnes voilà, qui font soit des morts imminentes, qui ont étudié les morts imminentes, qui ont étudié tous ces phénomènes-là. C'est clair que pour moi, oui, il y a un entre-deux-vies déjà, hein, et puis il y a différentes vies sur Terre, à différents endroits, et pas que sur Terre d'ailleurs. Ouais, magnifique. Merci de nous ouvrir l'esprit. Enfin, moi, ça va, il est ouvert, mais pas très ouvert. Mais en tout cas, pour tous ceux qui nous écoutent, je voulais rappeler aussi parce qu'on est voilà dans une société à culture judéo-chrétienne, donc assez influencée par évidemment le catholicisme, etc. Que
avant, au concile de Constantinople, alors je ne sais plus si c'est 300 ou 350 après Jésus-Christ, juste avant ce concile-là, on croyait, voilà, c'est de la réincarnation, il n'y avait pas de problème, voilà. Et puis c'est après, voilà, à ce concile, on a coupé, on a dit non, 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 il n'y a qu'une vie, puis alors c'est l'enfer ou le paradis. Bon, voilà, donc c'est comprendre que aussi ce qu'on nous a mis dans la tête, c'est pas seulement religieux, c'est aussi politique. Hein. Donc si on sait qu'on n'a qu'une vie, bah, on a intérêt à filer droit, hein, parce que sinon on va en enfer, hein, si on file pas droit. Donc là, c'est une vision complètement différente, quoi. Donc je trouve que c'est très très important de se renseigner. Tu as cité le docteur Jean-Jacques Charbonnier. Allez voir, renseignez-vous. Il fait un travail absolument exceptionnel. Et il appelle pas ça mort imminente, il appelle ça mort provisoire. Je trouve que c'est mieux. Et par de l'hypnose, il emmène des groupes de l'autre côté qui reviennent avec des informations absolument exceptionnelles. Et donc, si les gens n'avaient pas peur de la mort comme beaucoup l'ont, eh bien, ils ne se soumettraient pas comme beaucoup le font en ce moment, parce que c'est la peur la plus grande, c'est la peur de la mort. Donc, c'est super important. La peur, c'est aussi à cause de l'ignorance. Donc, on a à l'ère d'Internet, on peut avoir toutes les informations. Allez voir aussi, il y a une émission que j'adore qui s'appelle On ne vous demande pas d'y croire. Tu pourrais y passer d'ailleurs, tiens, absolument, tiens, je vais dire au gars, je ne me rappelle plus son nom, qui anime ça, c'est absolument magnifique. Alors, bon, ça ne me parle pas. Bon, j'en prends une autre. Allez. Alors, ah oui, ça, bon, on est encore dans l'impermanence. L'impermanence. Tu peux nous en L'impermanence parler un des peu? choses, tout change tout le temps. Ça change, ça change, ça change tout le temps et il faut accepter le changement. Voilà, c'est pas forcément toujours facile. C'est vrai que moi, j'ai beaucoup changé hein, d'endroit dans ma vie. J'ai beaucoup changé dès mon enfance parce que mon père travaillait, enfin, il changeait d'endroit assez souvent. Donc, au moins l'impermanence des, voilà, des lieux et des modes de vie, ça, voilà, j'y ai été habituée assez vite. Mais l'impermanence des choses dans le sens, ben, voilà, on côtoie certaines personnes pendant certaines périodes de nos vies et puis après ils ne sont plus, soit ils partent, soit ils meurent, soit voilà, c'est impermanent, quoi. Tout est impermanent. Et nous ici, par exemple, à Moringa Farm, on a souvent des arbres qui tombent parce que bah, il y a des intempéries, il y a de la pluie, il y a vraiment par moments des gros coups de vent. Et quelquefois, voilà, je me dis, oh mon Dieu, cet arbre était magnifique, ça fait un trou, c'est épouvantable, et puis voilà, c'est plus pareil, quoi. Et bien oui, mais c'est impermanent aussi. Et après, il faut bah, vivre avec les nouvelles conditions et accepter de vivre avec ces nouvelles conditions où certaines personnes ne sont plus là, certains animaux ne sont plus là, certains arbres ne sont plus là. C'est l'impermanence. Voilà, tout est En impermanence. tout cas, voilà, ils ne sont plus là dans cette densité, dans Ah oui, cette. dans cette densité, dans cette vie Voilà. terrestre, dans cette incarnation. Ils sont là, bien entendu, qu'on reste connecté. Moi, je reste connectée avec tous les défunts, qu'ils soient animaux ou humains, qui ont traversé ma vie. Je suis connectée à eux maintenant. Donc, maintenant, pour moi, c'est beaucoup plus facile. Alors, facile, c'est quand même un peu exagéré. C'est pas si facile que ça, puisqu'il y a quand même un lien émotionnel ben, qui est très difficile hein, donc à juguler. Bien entendu, quand on perd quelqu'un, on est forcément dans la peine, dans la douleur, dans la tristesse, mais je dirais qu'il faut passer toutes ces émotions, c'est normal de les avoir et de les vivre. Moi, je suis tout à fait pour le fait de vivre toutes les émotions les unes après les autres. Et puis, par contre, on arrive à les transcender, à les transformer, peut-être plus vite, peut-être dans de meilleures conditions. On reste peut-être moins longtemps au fond du trou, hein, c'est peut-être comme ça. Et ensuite, voilà, on reste connecté à ces personnes ben, qui ont été dans nos vies. Hein. C'est normal. Oui. Le Dalai Lama dit il y a une seule chose au monde qui ne change pas, et cette chose, c'est le changement. Voilà, je trouve ça très bien. Ça C'est change tout pas. à fait ça. Et c'est vrai que des fois, on résiste, hein, on résiste. Et alors, plus on résiste au changement, alors là, plus on est bloqué, plus Ouais. c'est terrible. Et puis là, on est dans l'époque justement Ah oui, propice au oui, tout à changement. fait. Là, il y a intérêt En à, ce moment, voilà, il y a intérêt à changer. Alors, j'aimerais que tu as parlé de ton enfance, etc. On a parlé d'animaux décédés, etc. Est-ce que tu pourrais nous raconter cette anecdote, c'est pas une anecdote, c'est une histoire très importante, que tu as vécue étant très jeune, je ne sais plus à quel âge, où, je sais plus, c'était ton frère, ou je sais pas qui, enfin quelqu'un, où tu étais chez ta grand-tante à Pouilly-sur-Loire, et puis il y a eu
un lapin qui s'est fait écraser. Est-ce que tu peux nous raconter ça? Ben oui, je devais avoir 5 ans. J'étais allée donc à Pouilly-sur-Loire chez ma grand-tante avec ma grand-mère, avec ma sœur pour les vacances, hein. Et puis, c'était le fils de ma grand-tante là qui avait écrasé, mais sans le vouloir, bien entendu, un lapin sur la route. Et donc, ils l'ont ramené. Et évidemment, quand ils m'ont dit ça, moi, je me suis dit, on va l'enterrer, on va lui faire une tombe, on va faire tout un cérémonial. Enfin, je trouvais ça tellement, pour moi, c'était affreux. Et en fait, ils l'ont cuisiné pour le manger. Donc là, ma grand-mère, évidemment, sachant que j'allais être traumatisée, ne voulait surtout pas que je le voie. Et puis, j'ai quand même su par ma sœur, je ne sais plus comment je l'ai su, qu'il l'avait cuisiné pour le manger. Certainement, j'avais senti l'odeur aussi, je ne sais plus. Mais en tout cas, ma grand-mère m'a dit: «Non, non, il ne faut pas que tu le voies, tu vas être triste». Et j'ai dit: «Non, non, je veux le voir, je veux imprimer, je veux vraiment le voir et imprimer ce moment». Et vraiment, ça a été un moment terrible parce que je me suis dit, les humains sont horribles et certains de ces humains horribles font partie de ma famille. Donc, j'ai Oui, dû c'est ça. vraiment. Oui, oui. Les beaux. Non, mais c'est vrai que j'étais pas facile hein, comme petite fille, je dirais. C'était pas facile parce que j'aimais les animaux plus que tout et tout était toujours un drame. Hein. Quand mes cochons d'Inde sont morts, c'était un drame. Quand je voyais les petits veaux dans une étable et qu'on me disait, mais ils vont être envoyés à l'abattoir, je ne pouvais même pas l'envisager. C'était même pas concevable. Je ne pouvais pas penser que des humains veuillent faire du mal aux animaux. Donc, pour moi, c'était à chaque fois un choc, quoi. Et avoir ça dans ma famille, c'était pire, hein, bien sûr. Oh là là, oui, oui. Et donc, et l'alimentation alors? Eh Ton ben oui, ben alimentation? de toute façon, mes parents, mes grands-parents, tout le monde était carnivore, entre guillemets, enfin omnivore, on va dire. Donc, j'ai toujours mangé de la viande depuis le début. Et petit à petit, c'est devenu de plus en plus difficile, de plus en plus impossible, de plus en plus. Oui, c'était vraiment, notamment quand vraiment l'animal était entier, hein, quand on mangeait un poisson entier ou une caille ou quelque chose comme ça, là, c'était vraiment de plus en plus impossible. Mais c'est vrai que j'en ai mangé longtemps et je me pose encore la question de comment j'ai pu attendre aussi longtemps avant d'être végétarienne, puisque je ne suis végétarienne que depuis un peu plus de 10 ans, quoi. Complètement végétarienne. Bon, j'ai été flexitarienne très longtemps, flexitarienne, c'est-à-dire que chez moi, je mangeais végétarien, mais chez les autres, s'ils faisaient voilà, du poulet, du poisson, je mangeais, voilà, ou au restaurant, si on m'invitait, je ne faisais pas d'histoire, voilà, parce que je faisais Oui. tellement d'histoires Ah pour ouais. plein d'autres choses. Voilà, pour la nourriture, bon, ben voilà, j'en faisais pas trop. Mais c'est vrai que je me sens beaucoup mieux maintenant, bien sûr. Je suis beaucoup plus en accord avec moi-même en étant végétarienne, voire même sur le chemin du véganisme. Oui, c'est clair. Oui, tu vois, moi aussi, j'ai mis du temps pour ça, donc je mange plus de viande. Alors, et depuis que je suis au Québec aussi, tu vois, j'ai eu plus de temps, je suis en meilleur, je me sens plus sur ma terre d'Amérique à moi là, enfin à moi, bon, je me sens, ça vibre mieux ici pour moi, quoi, c'est ça que je veux dire. Et voilà, j'ai peu à peu, j'ai arrêté. Alors, je continue à manger du poisson. Et là, de plus en plus, je me rends compte que, puis en plus de ça, il n'y a pas besoin. Alors, est-ce que toi qui es scientifique, j'ai entendu une fois un TEDx, quelqu'un qui nous disait que, en fait, l'homme n'est pas fait pour manger, n'est pas carnivore. Est-ce que tu as réfléchi à ça? J'ai pas vraiment beaucoup analysé tout ça, ni pensé à tout ça, d'autant que bah, il y a bien des gens qui sont praniques et qui se nourrissent de lumière. Donc, ils arrivent Oui, à ne rien manger du tout de solide finalement. Hein. Quelquefois, ils ne font vraiment un jeûne, enfin, hydrique permanent. Donc, pour moi, tout est possible. C'est juste une question hein, finalement spirituelle à la fin. Après, ça dépend des organismes aussi. Je sais que j'ai eu des amis hein, qui ont été très longtemps végétariennes et puis qui ont eu des problèmes vraiment, des problèmes de fer notamment, des problèmes voilà, physiologiques, etc. Et elles ont dû reprendre une certaine alimentation carnée et tout ça. Après, il y a d'autres possibilités, des substituts, etc. Mais chacun, voilà, pour moi, vraiment, le végétarisme, c'est pas du tout ni un dogme, ni un combat, comme on disait. Hein. oui. C'est-à-dire que chacun en est là où il en est là encore. Moi, j'ai mis très longtemps à être végétarienne finalement par rapport aux convictions que j'avais. Donc, je comprends très bien qu'il y ait des personnes qui gardent une alimentation carnée, enfin, ou semi-carnée, et puis voilà, ou qui mangent du poisson encore et tout ça. C'est comme chacun le sent finalement, et je crois que
Du moment qu'on fait les choses en conscience, tout est possible, hein. Moi, comme je dis, je prends bien l'avion 4 fois l'an, enfin même 8 fois l'an. Donc, bah oui, ça pollue. Il y a, bon, sur l'environnement, c'est terrible et tout ça. Et j'y vais bah, pour transmettre hein, vraiment des notions de communication intuitive, des notions de conservation voilà, des espèces, etc. Enfin, plein de choses pour les animaux. Donc, chacun fait ce qu'il peut à son niveau, comme il peut, comme il le sent, comme il le souhaite. Voilà, moi, je ne suis pas quelqu'un d'intégriste hein, à aucun niveau et certainement pas au niveau alimentaire. Ça, chacun. Oui, Par contre, c'est vrai que ça me touche énormément, tout ce qui se passe dans les abattoirs, puisque moi, étant vétérinaire, hein, j'ai fait travaux pratiques dans les abattoirs. Je peux vous dire que ouais. c'est pas top quand même hein, ce qui se passe. Donc là, au Kenya, n'en parlons même pas. Bon, moi, c'était en Italie et c'était pas vraiment Jojo non plus. Donc voilà, après ça, c'est un ressenti personnel. Je me sens pas dogmatiser là-dessus, quoi. Oui, non, c'est important de ne pas faire de généralité. C'est à chacun, à sa vitesse, voilà, et sa conscience Oui, de comprendre les choses. Tu as évoqué les gens qui ne se nourrissent que de prana, et moi j'ai vu un film absolument fabuleux là-dessus qui s'appelle Lumière. Où on voit effectivement des gens, dont un médecin qui boit juste de l'eau et qui, bon. Et ça, je mettrai le lien parce que vous pouvez louer en VOD ce film Lumière. Moi, je l'ai vu à Paris, il était sorti aux c'est très Champs-Élysées, j'ai intéressant. vu avec l'équipe de production et tout ça. Et évidemment, il était démoli par la critique parce que ça, il n'est pas resté très longtemps. Mais on peut le louer en VOD à Jupiter Film qui font des productions de films absolument magnifiques. Donc, Oui, Lumière, il y avait un voyez ce article. film. Il y Oui. avait un article sur Nexus, hein, sur le pranisme, qui expliquait justement scientifiquement comment ça se passait, hein, tout ce circuit qui se refait à l'intérieur, hein, parce qu'on se nourrit uniquement donc de prana et tout ça. Et c'est vraiment intéressant aussi. Là, je ne pourrais pas voilà, en parler ni l'expliquer parce que je n'aurais pas voilà, les mots adaptés. Mais dans Nexus, ils ont fait tout un, je ne sais pas comment ça s'appelle, un dossier hein, vraiment sur le Oui. pranisme, qui est vraiment très Ah bah, intéressant. je retrouverai le lien de Nexus que je lisais quand j'étais en France là et que j'ai plus là. Et effectivement, ils font des dossiers Ouais, super intéressants. Alors là, j'ai sorti un mot compliqué comme ça, mais bon, oui, ça a l'air compliqué. zooanthropologie. Alors, c'est Non, la quoi la zoanthropologie, zooanthropologie? bah, c'est on ne peut plus simple dans la mesure où c'est l'étude du relationnel entre l'humain et l'animal, mais en absence de tout conditionnement, de tout dressage, de tout travail, de toute compétition, de toute exploitation, etc. C'est-à-dire, c'est du relationnel pur, c'est-à-dire même sans comment dirais-je, récompense aussi, hein, parce que la récompense, c'est aussi un biais. Donc, du coup, bah, la zoanthropologie, c'est ce qu'on fait ici à Moringa Farm, puisque j'ai donc obtenu le label hein, de l'Institut de zoanthropologie, donc ça s'appelle Learning Animals. Et donc, ce label correspond vraiment à des activités que l'on fait avec les animaux et qui sont des activités où on respecte à tout moment leur qualité de vie, leur bien-être, leur développement personnel, leur bon vouloir. C'est voilà, je dirais que c'est quelque chose. Alors évidemment, hein, c'est difficile hein, à mettre en place en France et en Europe et ailleurs parce que bien entendu, hein, souvent les personnes veulent faire du sport avec les chevaux, par exemple, veulent faire des tas de choses avec les chiens aussi. Bon, avec les chats, c'est plus difficile. Donc, c'est plus facile de faire de la zoanthropologie avec les chats, finalement. Voilà, mais ça s'applique évidemment à toutes les espèces, hein, bien entendu, puisque c'est du relationnel pur, c'est-à-dire qu'on va proposer à l'animal des explorations de lieux inconnus, de personnes inconnues, de situations inconnues, d'activités voilà, inconnues, etc. Et l'animal va rentrer en interaction avec nous et on va être une sorte de médiateur, quelquefois de pacificateur, si jamais il y a quelque chose qui lui fait peur et tout ça. Et ben, l'animal, sa seule finalement récompense, puisqu'on ne lui donne pas ni une carotte, ni un morceau de quelque chose, sa récompense, c'est vraiment l'interaction avec l'humain. C'est le plaisir de l'interaction avec nous et le plaisir de se dire, ben, oh, qu'est-ce qu'on va faire encore de fantastique aujourd'hui, quoi. Donc, et Oui. ça, c'est c'est vraiment chouette parce que c'est gratifiant en même temps de se dire ah mon cheval ce matin il vient vers moi parce qu'il se dit qu'est-ce qu'on va faire de chouette, il vient pas pour que je lui Ah, donne à manger ou que je lui donne quelque chose ou qu'on fasse oui. Mm, voilà ou mm. parce qu'il est conditionné parce qu'il sait que bon ça y est je vais lui mettre la selle, le licol, le machin. Parce que tout Ouais. ça, évidemment, au bout d'un certain temps, quand on est amené comme ça à vivre comme moi, ben, dans une ferme où il y a plein d'animaux sauvages, plein d'animaux domestiques, ben, ce dont on a envie, c'est vraiment une interaction vraie, quoi, authentique.
c'est-à-dire le singe. Alors, on fait des choses intéressantes aussi comme la zoomimèse en zoanthropologie. La zoomimèse, hein, c'est qu'on mime, mais pas pour le singer, hein, on mime donc ce que fait l'animal pour partager avec lui quelque chose qu'il connaît, qu'il aime et qu'il apprécie. Alors, par exemple, Wow, le ouais. cheval va se rouler, eh bien, nous, on va se rouler, le singe va se gratter, on va faire pareil, et on partage avec lui quelque chose qu'il comprend complètement, puisque c'est par les cinq sens, les perceptions et tout ça. Et ça, les animaux adorent ça. Ça, Ah, les c'est gens génial. faire Ouais, chez eux, quoi, de mimer. Alors, c'est pas mimer au sens, voilà, c'est partager avec l'animal oui. quelque chose qu'il sait faire et qu'il comprend complètement, quoi. C'est pas se moquer, c'est pas se moquer, c'est Non, entrer dans lui donner des signes qu'il ouais, comprend. Et, c'est un ouais. très bon truc que tu m'envoies là. Moi, je cherche à avoir à nouveau un petit chat. Bon, j'en ai eu deux. Bon, un qui est mort de façon dramatique il y a un peu plus d'un an. Et maintenant que je suis au Québec, alors ça fait plusieurs fois que je demande à la SPCA, donc Société protectrice canadienne des animaux, SPCA, que je demande, ça fait 3 fois et à chaque fois je rate, je sais pas pourquoi, il y a quelqu'un d'autre qui va le chercher. Bon, donc je me dis que bon, peut-être qu'il y a un chat qui m'attend, c'est ça, Oui, non? Voilà, peut-être qu'il y a un chat qui m'attend, mais là, ce que tu me dis, c'est que oui, je vais faire ça aussi. Tu sais. D'ailleurs, c'est bien d'imiter les chats, hein, parce c'est bien. Il faut s'étirer comme un chat le matin, tu t'étires comme un chat. Exactement. voilà, et puis ils prennent le temps, et puis j'adore, enfin j'aime tous les animaux, mais j'adore les chats. Et parfois, je suis un peu gêné par le comportement c'est même pas des maîtres, hein, des gardiens avec les chiens qui donnent une récompense tout de suite, etc. Ouais, effectivement, il y a quelque chose qui me gêne. Oui. Ça fausse le Voilà. relationnel, hein. Il y a toujours cette espèce d'attente de la récompense. J'en sais quelque chose parce que moi, je suis passée un peu par tous les stades avant de faire de la zoanthropologie, hein, avec mon cheval, notamment Alyosha, qui était un cheval qui venait des courses et qui avait des tas et des tas de problèmes comportementaux, psychologiques, etc. Et c'est vrai qu'on est passé par, on a essayé pas mal de choses, hein, l'équitation dite éthologique, le travail dit en liberté, voilà, différentes choses. Et c'est vrai que la zoanthropologie, ça a complètement répondu à ses attentes à lui parce que justement, il n'y a pas d'attente. On n'est pas dans la volonté de C'est ça. performance, on n'est pas dans l'attente de quelque chose. On ne va pas donner ni des punitions ni des récompenses. Voilà, si on va dans le pré et que voilà, on veut prendre un licol pour emmener le cheval quelque part, eh ben, si on y arrive, tant mieux. Si on n'y arrive pas, tant pis. On fait autre chose. Enfin, c'est vraiment quelque chose de voilà. Et si on va à l'extérieur, on fait des promenades zoanthropologiques, c'est-à-dire que voilà, si à un moment donné l'animal veut aller dans un chemin parce qu'il a vu quelque chose qui l'intéresse, ben, on y va avec lui. Et puis après, c'est un échange, c'est-à-dire qu'après, c'est nous qui l'emmenons quelque part ailleurs. Enfin, c'est vraiment un échange et Ouais. quelque chose où on est présent, on est chacun présent dans le moment présent avec l'animal, on est complètement concentré, on n'est pas avec son téléphone ou à parler avec des gens. C'est ça, Comme voilà. quelquefois, on voit des promenades à cheval où les personnes sont au téléphone à cheval ou sont, c'est voilà, c'est pas possible quoi. Donc là, et c'est pas le problème de monter sur le dos du cheval parce que là encore, le cheval peut être d'accord, c'est pas le problème, mais Oui. c'est la façon dont on aborde les choses. Et il faut d'abord avoir un relationnel à pied avant de monter sur un cheval, quoi, avant de demander la permission de monter dessus. Mais oui, mais oui. Mais moi, tu vois, bon, bah, évidemment, j'habite pas au Kenya, mais je suis près du fleuve Saint-Laurent, enfin, en tout cas, du canal de la Chine, il y a beaucoup de promenades, il y a beaucoup de chiens qui promènent leur maître, leur gardien au bout de la laisse. Il y a 2 parcs à chiens, un petit parc à chiens pour les petits chiens, un petit, et un grand parc à chiens pour les grands chiens. Et donc, je croise beaucoup, il y a beaucoup, et j'adore ça, voir, je regarde plus les chiens que les gens. Et, mais parfois, je suis choqué, effectivement, de voir quelqu'un au téléphone. Il est là, puis le chien, on Ils lui sont tire pas sur la présents, laisse oui, parce non, qu'il mais ils sont pas respire quelque chose. Je concentrés. dis, mais, laissez-le respirer, humer ses odeurs. Partager Il a quelque chose besoin. avec lui, être vraiment présent à ce qu'on fait, quoi. Et ça, c'est dans tout, hein, de toute façon, hein. On fait beaucoup d'exercices en zoanthropologie où il faut être vraiment présent à ce que l'on fait, même quand on se lève d'une chaise et qu'on retire la chaise en arrière. Souvent, on fait du bruit, et là, vraiment, on est en conscience, c'est-à-dire qu'on se lève vraiment lentement, sans faire de bruit, etc., en ayant conscience de ce qu'on fait, parce que souvent, on fait les choses comme ça, hein, et Euh, ça, on voit beaucoup ça dans les clubs hippiques aussi. On se passe la selle, on se passe la brosse. Tiens, tu m'envoies la brosse et on parle comme ça. Et les animaux, ils n'en peuvent plus. Ils se mettent dans une bulle ouais. tellement ils n'en peuvent plus, quoi, hein. Mm. C'est pas marrant pour eux, quoi. Oui, oui. D'ailleurs, il faudrait étendre la zooanthropologie dans les écoles. Ah C'est-à-dire oui, c'est sûr.
voilà, Un nous mode mettre de vie, en fait, c'est une humain, façon de faire, c'est une approche, c'est pas du tout une méthode, c'est une oui, approche, une c'est approche. vraiment un mode de vie et une approche avec les animaux, quoi, un relationnel pur, quoi. Mais il faudrait commencer par changer aussi l'histoire de récompense et pour les enfants, tu vois, je veux dire, Ouais, voilà, parce qu'après, on a ça dans la tête que bah, tu fais quelque chose de bien, on te donne un bonbon, on te donne du sucré, voilà, t'as pas on bien attend fait, toujours la récompense. voilà, bon, donc il faut Oui, changer c'est vrai, ça, et donc, c'est tout un bref. état d'esprit, c'est tout un… Alors là, bah, oui, tu vas nous parler d'un autre animal, c'est EBA. EBA, tu te souviens? Ah ouais. Oui, et Béa, ben, c'est une des petites chimpanzés qu'on avait recueillies quand on était au Gabon. C'est-à-dire qu'avant de venir au Kenya, Eric et moi, donc on est allés au Gabon et on s'est occupé d'un orphelinat de gorilles et de chimpanzés. Ça va être d'ailleurs l'objet de mon troisième livre, hein, que je suis en train d'écrire. Et Béa, c'était vraiment une toute petite qu'on avait. Enfin, c'est-à-dire que on, on a eu l'information qu'il y avait une petite chimpanzé dans un village qui était attachée au pied d'un type et qui se baladait voilà, avec cette petite chimpanzé au pied, etc. Et évidemment, il cherchait à la vendre et il cherchait à, voilà, à, donner enfin, à obtenir de l'argent contre cette petite chimpanzé, dont certainement la mère, hein, les parents avaient été tués, puisque bah, là-bas, hein, au Gabon, il y a beaucoup de, comment dirais-je, de braconnage, il y a de la viande de brousse, enfin, etc., etc. Donc, du coup, on était parti pour ce village avec Eric et on a vu cette petite chimpanzé effectivement accrochée au pied de ce type qui marchait comme ça avec cette chimpanzé. Et bien entendu, il n'y a pas eu moyen de la prendre sans payer. Et comme je dis, on a payé parce qu'on savait très bien que les voies légales au Gabon nous auraient voilà, pris trop de temps et que la petite serait certainement morte. Et donc, même si ce n'est pas du tout ce qu'il faut faire, puisque pour arrêter le trafic, bien entendu, il faut évidemment ne pas payer, ne pas acheter ces animaux. Là, c'était juste pas possible pour moi quand je l'ai vu, quoi. C'était juste impossible pour moi. J'aurais jamais pu me regarder en face si je l'avais laissé. Donc, vu que c'était beaucoup trop long, on savait que trop bien, comme les voies hein, administratives africaines sont lentes, on a payé, on a pris la petite et on l'a élevée au biberon, etc. On l'a gardée dans l'orphelinat et puis maintenant, ben, elle est dans un autre endroit, hein, au parc de la Lekedi, au Gabon. Elle a été voilà, transférée. Elle vit avec d'autres chimpanzés sur des îles. Enfin, tout se passe bien. C'est ça, en lisant ton livre aussi, j'ai vu, bon, bah, je ne savais pas, je découvre évidemment qu'il y a des orphelinats pour les animaux. Mais oui, il y a des orphelinats. Ici, bon, il y a l'orphelinat de Daphné Sheldrick hein, qui est très connu pour les éléphants. Donc, soit qu'ils soient, voilà, les parents soient morts pour une raison ou pour une autre et été braconnés, soit tombés dans des trous et eu, je ne sais pas, voilà, et une maladie ou autre chose. Hein. Il y a beaucoup de causes. Et ils récupèrent ces petits éléphants. Et au Gabon, bah, c'était les orphelins, donc, comment dirais-je, chimpanzés et gorilles parce que, ben, alors soit les braconniers tuaient les parents exprès pour pouvoir vendre les petits aux blancs parce que les blancs s'apitoyaient, soit ben, ils étaient morts hein, parce que ben, y avait de la déforestation aussi hein, liée à tout ce qui est construit, hein, notamment par certains Chinois hein, dans les pays d'Afrique. Donc c'est vrai que c'est quand même, ouais, c'est quand même un très gros problème, très très gros problème. Ok, ok. Bon, bah là, oui, c'était le mot sensibiliser. Donc, bon, on sait ce qu'on Là, fait. on fait ce qu'on peut. Hein. Moi, c'est tout ce que je dis avec nos éco-volontaires. On essaye de sensibiliser à la protection animale, à la protection de la nature, à la protection de l'environnement, à tout ce qui est collaboration aussi avec les populations locales, parce qu'il faut bien dire que ben, voilà, il faut trouver hein, des sortes de consensus, de compromis, justement, pour que aussi la faune sauvage puisse vivre avec les personnes, les locaux ici. Donc, tout ça, voilà, on sensibilise à toutes ces choses-là par le biais de l'éco-volontariat ici, par le biais de mes ateliers de communication animale, suivi de safari, les ateliers de développement personnel qu'on organise avec des intervenants externes, etc. Donc, voilà, on fait notre petite part du travail, je dirais, et puis on fait ce qu'on peut. Intelligence. Oui.
Alors l'intelligence, oui, c'est très subjectif. Je vois ce que tu veux dire. Non, mais c'est sûr que les humains, on est terribles hein, parce qu'on veut toujours avoir des paramètres pour juger de l'intelligence, notamment des animaux hein, et l'intelligence des autres d'ailleurs aussi. Des paramètres humains, quoi, des paramètres humains. Un animal n'a pas besoin de faire des intégrales, des équations à je ne sais combien d'inconnus, n'a pas besoin d'apprendre l'alphabet, n'a pas besoin de toutes ces choses-là. En fait, le vrai apprentissage et la vraie intelligence, enfin moi comme je le conçois, la cognition et puis l'apprentissage, c'est vraiment de prendre des informations dans son milieu, d'élaborer ces informations au niveau cérébral et ensuite de poser une action qui nous sert dans notre contexte. Donc, ça peut être voilà, changer de comportement, changer d'endroit pour aller chercher à manger à un autre endroit, enfin, poser des actions et des comportements en fonction de ce qu'on a perçu hein, dans le contexte hein, et dans l'environnement. Donc ça, c'est du vrai apprentissage. Après, tout ce qui est dressage, tout ce qui est conditionnement, tout ça, pour moi, donc, c'est pas de l'apprentissage vrai, déjà. Et l'intelligence ne se mesure pas avec des paramètres humains et voilà, avec une échelle, je dirais, de valeur humaine, hein, c'est sûr. Mm. Oui, et puis on a compris aussi maintenant qu'il n'y a pas que l'intelligence intellectuelle, il y a Bien sûr. l'intelligence émotionnelle, parce que ça ne Exactement. sert à rien d'être hyper intelligent intellectuellement et de ne pas avoir de Voilà. cœur, quoi. Bon, voilà, Oui. c'est une catastrophe, quoi. Et on en voit des humains comme ça, on en voit. Non, mais par Allez, ailleurs, rien que pour donner une anecdote que je raconterai certainement dans mon prochain livre d'ailleurs, quand justement on était au Gabon, il y avait une petite chimpanzé qui voulait attraper quelque chose dans l'arbre. Et elle se dit, mais comment je vais faire? Elle n'arrivait pas parce qu'elle était trop petite, hein, elle n'arrivait pas encore à grimper, elle n'avait pas l'habitude. Et puis on voyait qu'elle réfléchissait, enfin, on voyait vraiment qu'elle cherchait une solution. Elle est rentrée dans la maison, elle a pris sa panière, elle avait un panier, elle a pris le panier, elle est venue avec le panier, elle l'a retourné et elle est montée dessus. ah, ouais, ouais, ouais. Donc c'est quand même un raisonnement, quoi. C'est vraiment un raisonnement. Et quand on voit hein, les chimpanzés qui, avec une baguette, hein, vont chercher les fourmis à l'intérieur des bois, etc. On voit les gorilles qui vont sonder la profondeur hein, des rivières avec un bâton pour voir s'ils peuvent passer sans avoir à nager et tout ça. Enfin, il y a quand même du raisonnement dans tout ça, quoi. Donc l'intelligence, voilà, l'intelligence, elle est de se débrouiller dans son contexte et de faire, d'élaborer de l'information pour pouvoir agir dans un contexte qui est le nôtre et non pas d'apprendre des alphabets, d'apprendre des mots humains. Enfin, pour moi, ça n'a pas de sens, tout ça. Oui. C'est ça. Alors là, on revient dans du concret, là, la méthode, parce que ton livre, justement, les enfants nous appellent à agir. Je suis pas, moi, je suis arrivé, je vais pas aller, je l'ai pas lu en entier encore, je suis un peu moins de la moitié. Donc, tu donnes une méthode. Oui, alors je n'aime pas beaucoup le mot méthode parce que je suis tout à fait anti-dogme. J'aime pas tout ce qui est carcan, dogme, etc. parce que j'ai été justement assez scientifique à la base et qu'on nous a assez donné de méthodes, de Ouais. façons hein, de faire, etc. Donc là, c'est vraiment juste, ce sont des lignes directrices pour pouvoir commencer à communiquer avec les animaux. Donc bien entendu que je donne un fil, hein, voilà. Donc c'est apparenté à une méthode, c'est-à-dire on peut faire comme ça. En tout cas, c'est une façon de faire qui fonctionne. On va dire ça comme ça. Mais la meilleure méthode, comme je le dis, c'est toujours notre propre méthode. Une fois qu'on a les connaissances, on prend voilà, les connaissances qu'il faut dans ce domaine-là. Et puis, une fois qu'on les a, on établit notre propre méthode, finalement, notre propre façon de faire. Parce qu'il y a des gens qui vont vouloir communiquer en étant dehors, en pleine nature, d'autres en étant à l'intérieur d'une maison avec peut-être une musique de relaxation et tout ça, des personnes qui vont aimer communiquer en étant assis, debout, couché. Donc, ce n'est pas vraiment une méthode, ce sont des lignes directrices pour pouvoir, pour des personnes qui seraient complètement vierges hein, de toute idée sur la question, pour pouvoir commencer à communiquer avec les animaux. Alors, dans un premier temps, les animaux domestiques, vivants, hein, et puis par la suite, voilà, en étant aux animaux sauvages et aux animaux décédés, parce que c'est la même méthode, justement, c'est la même façon de faire, avec voilà, quelques petites Oui, différences, oui, oui. Ça, précautions. c'est important, c'est bien que tu dises ça, c'est-à-dire que c'est une proposition Oui, de méthode, c'est à nous de l'adapter, etc. tout à fait. Puis il y en a plein d'autres qui sont tout aussi bonnes. Hein. J'ai Voilà. comment dirais-je, des consoeurs hein, voilà, qui vont proposer d'autres façons de faire et c'est très bien aussi.
Ok, bah écoute, je vais conclure en disant une phrase, un adage, une citation plutôt, d'Eckhart Tolle, hein, très important, que tu as mis en exergue au début. C'est nous avons oublié ce que les pierres, les plantes et les animaux savent toujours. Nous avons oublié comment être calme, être nous-mêmes, être où la vie se trouve, ici et maintenant. Voilà. Donc, écoute, il reste encore plein de papiers, mais je pense ça serait bien que tu reviennes un jour et à l'extérieur. Bon, voilà, parce tu as tellement de choses à partager. Voilà, c'est d'une richesse tout ce que tu fais, tout ce que tu apportes. Voilà, j'espère qu'on a donné envie aux gens de te rejoindre, de t'aider, d'apporter des dons. Voilà, il y a plein de choses à faire et puis surtout de changer son regard les animaux, pas seulement les animaux, sur tout ce qui nous entoure, Oui, sur la vie, hein, oui, voilà, sur notre vie. Donc, je te remercie infiniment, Astrid. Donc, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. C'est très important parce que ça permet de le référencement et ça permet donc d'être plus vu. Mettez un pouce si vous avez aimé. Mettez des commentaires aussi. C'est super intéressant quoi, de voir comment les gens réagissent. Et puis, à bientôt, j'espère, Astrid. Et puis, continue ton beau travail. Enfin, j'aime pas le mot travail. Ta belle œuvre, ton bel ouvrage, ma ta mission. belle œuvre. Ta mission, voilà, ta mission. OK, Merci merci. beaucoup, Phil. À Bye bye. bientôt. À bientôt. Bye. Merci. Merci.